prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 36e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré à la deuxième moitié du mois de mars et au mois d'avril 2022. Ça va être un gros numéro, il y a beaucoup de films, on a pris du retard, je suis désolé. Mais chose promis, chose due, dans cette émission, Marie interviendra. Je vais y revenir, pas tout de suite, mais je vais y revenir. Donc voilà, écoutez, retour de la face cam, ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu ma sale gueule, on va se faire une belle émission, ça va être beau je pense. Le sommaire des sorties de 2022 en salle, des films d'avant 2022 et bien sûr le vice versa, donc avec Marie. L'émission sera mi-vidéo, mi-audio, les parties où je suis tout seul, ça sera en vidéo et les parties avec Marie seront en audio. Écoutez, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et pour la partie vidéo, donc je profite d'être en face cam, etc. pour renouer un petit peu avec les origines de l'émission, pour ceux qui étaient là dès les premiers numéros. Du coup, c'est va être un avis rapide sur chaque film avec une note sur 10. Et on va essayer de faire le moins de cut possible, on va essayer de le faire en une prise. Tout ça, je vais faire film par film, machin, tout ça, etc. Ça va pas être facile, mais on va essayer, ma foi. Et on commence avec les sorties salles de 2022. Êtes-vous prêts? Moi je le suis, on est parti. À plein temps, réalisé par Eric Gravel, un drame à la limite du thriller intense et anxiogène, le film est porté par une Laure Calamy assez impressionnante et une mise en scène immersive qui ne lâche jamais son personnage principal. Quelques imperfections d'écriture ici et là, mais c'est globalement très fort et vous auriez tort de ne pas le découvrir en salle, mais ça paraît compliqué aujourd'hui. 8. On peut s'interrompre? Quoi? Ouais, merci. Marie, bonsoir! Bonsoir Julien. Ça va? Oui. Ça y est, on y arrive. Ça faisait bien longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Qu'on s'était pas retrouvés. 2 mois? 3 mois? Oh, facile, hein. Ouais. Facile. Je crois que depuis le début de l'année, en fait, ouais. Ou alors on a dû le faire une seule fois, je me rappelle bien, plus. je me rappelle plus. Mais bon, ouais, on a pas de reporter les émissions, machin, puisqu'on déjà on a galéré à trouver le thème de vice versa dans un premier temps. C'est vrai. Et puis d'autres trucs, enfin bon bref, c'était assez compliqué, quoi. Oui, il y a plein de choses qui se sont passées. Voilà, bon bref. Qui nous ont obligés à décaler à chaque fois. Tout à fait. En tout cas, merci encore d'être là, bien sûr. Mais c'était un plaisir. Comme à chaque fois. Avant de passer au vice versa, à proprement parler, parce qu'on est toujours dans la thématique là actuellement des sorties salles de 2022. Et on va donc parler maintenant de Seule la Terre est éternelle, réalisé par François Bunel et Adrien Soland, je ne sais pas du tout comment on prononce. Donc, documentaire, alors, non pas sur la vie de Jim Harrison, mais avec Jim Harrison. Oui, en fait, oui. C'est plutôt c'est un road movie, oui, effectivement, avec le grand écrivain américain Jim Harrison. Exactement, c'est pour poser un petit peu un contexte. Et bon, on en reviendra sur le caractère un peu spécial de la séance. En tout cas, voilà, on l'a vu ensemble au cinéma. En fait, on peut dire d'entrée, sans vraiment casser le suspense, qu'en fait, on y est allé parce que... Oui, principalement. On est très fan de François Bunel. Ouais, très fan de Raphaël enfin, jusque-là, mais... moi, en tout cas, oui. Et c'est vrai que l'opportunité qu'il soit à Limoges... pour présenter donc le film avant qu'il ne passe, enfin, et puis pour être et en plus après débat après le film. Voilà, et après, débat après le film et tout. C'était vraiment extrêmement sympathique et du coup, on a un petit peu sauté sur l'occasion. Ouais, c'était un dimanche après-midi, donc voilà, ça nous cassait un peu notre routine du week-end et c'était très bien. Et François Bunel est aussi passionnant à la télévision qu'il peut l'être en direct, même presque plus en direct, parce que franchement, on sent quand même qu'il émane de lui une force tranquille, une intelligence assez rare et une culture... Voilà, donc est quand même assez abyssal, on va dire. Absolument. Donc, je sais pas si tu vas le présenter, François Bunel, dans ton truc. Quand même pour vite dire qui c'est. Oui, non, mais tu peux le faire, oui. Ouais, bon, vas-y, après c'est rapide parce que moi en fait j'étais plus basé sur le film en lui-même et Jim Harrison, donc. Oui, bien sûr. Donc, voilà, mais bon, du coup, juste pour dire qui c'est. Donc à la base, c'est un journaliste, critique littéraire,
producteur et animateur de télévision et de radio. Donc, Oui. il a un peu la multicasquette. Et donc il est principalement connu, en tout cas en ce moment, pour la grande librairie sur France 5. Donc Oui. c'est les mercredis soirs, c'est ça? Oui, je crois, oui, Donc, c'est ça. donc c'est une grande émission littéraire. Oui, oui, et il reçoit des invités Voilà. prestigieux. Voilà, souvent enfin, des écrivains, etc. Voilà, tout à fait. Et c'est aussi un grand passionné de cinéma. Oui. D'où le fait qu'il ait co-réalisé donc, ce film. Et d'ailleurs, mercredi, là, je crois que c'est demain, ou je sais plus, c'est la semaine prochaine, je sais plus en tout cas, il fait une émission spéciale entre la relation littérature-cinéma. Ah. Donc, devrait être, à mon avis, intéressante comme émission. Mais voilà, du coup, c'est principalement quelqu'un qui est un passionné de littérature et de cinéma. Et donc voilà, là, c'est un film qui marie complètement les deux. Et donc il y a aussi la petite librairie, Oui. là, qui est un peu plus court, où juste il présente en général Oui. un livre, plus ou moins connu. Et comme il le dit lui-même, son but, en fait, c'est de faire découvrir des incontournables de la littérature, qu'elle soit... peu importe, tout type de littérature, que ce soit de grands auteurs, des classiques. Et aussi des livres un peu plus confidentiels. Oui, ça voilà, dépend donc des tout à fois, fait. ouais. Et c'est vrai qu'il a une empathie avec ses personnages, enfin avec les personnalités qu'il reçoit. Et lui, ce qu'il veut, c'est en fait faire découvrir au plus grand nombre tous les livres et qu'on redécouvre la littérature et qu'on redécouvre le plaisir de lire. Donc, C'est exactement ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était juste pour le présenter. Donc du coup maintenant on passe au film. En dehors du fait qu'il... En plus, il est quand Qu'il est même... BG. Il est BG. Ce qui ne gâche rien, comme non, toujours. non, c'est clair. Du coup, je te laisse commencer sur ce que tu as pensé, enfin déjà nous parler un peu du film et ce que tu en as pensé. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, donc le film s'appelle Seule la Terre est éternelle. Okay, okay. Donc voilà. Je pensais que c'était une question. Non. Et en fait, ce titre est pas venu là tout à fait par hasard, parce qu'en fait, c'est issu d'un proverbe sioux. Et c'est vrai que quand on voit Jim Harrison, parce que j'avoue que très honnêtement, moi j'ai lu un livre de lui, ou deux peut-être, je sais plus, enfin, mais ça faisait longtemps. Et j'avoue que c'était pas forcément l'écrivain américain que j'aurais d'emblée comme ça cité. Mais il était très connu aux États-Unis parce qu'il avait cette espèce de casquette un peu où on ne sait pas s'il n'avait pas quelques ancêtres qui étaient indiens. Enfin, en tout cas, quand on le voit sur la fin de sa vie, il fait quand même très comment dire, très Manitou, très grand Manitou, très avec le visage buriné, enfin il fait vraiment très grand chef indien quoi, donc c'est pas complètement tout à fait par hasard si le titre s'appelle comme ça. Et en fait quand le film s'ouvre, on voit un homme qui est dans sa voiture, et c'est un homme donc qui rentre chez lui au cœur des grands espaces. Donc en fait le décor, puisque ça se passe donc un petit peu dans différents états. Et le décor, c'est pour planter un petit peu tout son environnement. Donc au niveau de ces grands espaces, au niveau de ces états que sont... parce qu'il en traverse plusieurs, je ne les ai pas tous retenus. Est-ce que j'en avais noté quelques-uns? Donc tu avais l'Arizona, donc ensuite tu avais le Nebraska, l'Utah... Ah. Oui, c'est un état, si. Donc voilà, et vraiment, il nous fait... il raconte le cheminement de sa vie, et avec toujours en pointe de mire et toujours en arrière-plan, toujours la nature, les grands espaces tels qu'on peut les trouver... donc bien sûr aux États-Unis, que ce soit avec le Grand Canyon, le Monument Valley, enfin bon voilà, donc voilà. Bon, moi le livre que j'ai lu de lui et que je peux recommander parce que c'est vrai qu'il est très bien, d'ailleurs je l'ai repris et je vais le relire, c'est Légende d'automne. Et puis donc il y en a un autre qui a été assez marquant aussi dans sa vie, qui était d'Alva. Oui, d'Alva, voilà, c'est ça, tout à fait.
Donc voilà, on suit en fait quelques instants de vie d'un grand poète américain, grand auteur américain, donc Jim Harrison. Voilà. Moi j'ai trouvé ça splendide parce que que ce soit quand ils partent à la pêche, on se dit mais voilà, mais qu'est-ce qu'il peut demander d'autre à la vie quand tu vois comment il vit simplement, et puis toute une vie qu'il a eue, qui était quand même vraiment chargée, enfin vraiment très, voilà, vraiment extraordinaire, et puis il continue donc effectivement à vivre avec les montagnes autour, avec les vallées autour, à vivre simplement de la pêche, mais pas de chasse, parce que bon, ça, non. J'ai trouvé ça franchement vraiment, vraiment bien. Et puis tout ce retour à la nature, et puis où tu as toujours présent de toute façon les Indiens, mais ça veut dire qu'à travers les Indiens aussi, ils règlent un peu ses comptes avec la société américaine, avec la façon dont ils ont traité les Indiens, la façon dont ils traitent la nature, enfin bon voilà, donc ça paraît un film léger, mais en fait c'est un film qui est quand même très profond. Et puis on le sait, parce qu'on le voit assez rapidement, qu'il est vraiment comment dire, à la fin de sa vie. Parce qu'on voit bien, on comprend tout de suite qu'il est quand même apparemment très malade, et qu'il sait qu'il n'a pas longtemps à vivre, et effectivement il est mort donc quelques mois après ce film. Donc voilà. Mais c'est ça qu'il faut préciser effectivement, et qui me semble intéressant, c'est que le film est presque plus ou moins un testament, parce qu'effectivement les images qu'ils ont tournées datent je crois que c'était de 2016, il avait dit. Oui, c'est ça. Enfin, ça fait quelques années, parce qu'il est mort dans ces eaux-là. Je vais vérifier la date très vite fait. 2016, en mars 2016, à l'âge de 78 ans. Voilà, donc parfait. Oui, c'est ça, 26 mars. Ouais. En Arizona. C'est ça, exactement. Voilà. Donc toutes les images qu'on voit sont datent de 2016, donc voilà, donc il est vraiment sur la fin de sa vie. Et voilà, c'est vrai que du coup, il a un côté forcément un petit peu. Ouais, effectivement, grand Manitou, enfin. Oui. Grand sage, parce que voilà, il a vécu, il a beaucoup vécu, il a vécu énormément de choses. Alors, ce que j'ai trouvé bien dans le film, c'est que donc, le film n'est pas une biographie, mais malgré tout, parfois explique certains éléments de sa vie importants pour poser un contexte, pour après comprendre pourquoi il a pu arriver à telle ou telle chose, parce qu'il a vécu pas mal de drames assez terribles. Ce qui forcément, c'est sûr, influe et forge une personnalité, oui, bien sûr, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Donc ça c'est super important de mettre ça en avant, mais en même temps de faire juste de le dire, mais avec beaucoup de sobriété, etc. C'est ça aussi où le film est intéressant. Non, bah voilà, après moi j'ai trouvé ça plutôt bien aussi. Peut-être un poil long sur le deuxième tiers, je dirais, où je trouve qu'il y a une petite baisse de rythme, mais sinon, à part ça, non, ouais, effectivement, c'est. Au-delà de la forme documentaire, ça n'empêche pas qu'il y a de vraies belles images, qu'il y a une vraie mise en scène, il y a un vrai sens du montage, etc., qui est très intéressant. Et puis je trouve qu'on sent très vite cette espèce de relation qu'il y a eu entre François Bunel, donc. C'est ce qu'il expliquait après le film, qu'il s'était déjà rencontré à une époque. C'est ça. Depuis des années, il a harcelé entre guillemets il voulait faire un film sur lui depuis longtemps, et à chaque fois il avait refusé. Il avait fini par accepter au bout d'un moment. Il y a une reconnaissance mutuelle entre les deux, en fait. Ah oui, il y a un respect, effectivement. C'est très beau à voir, effectivement, je suis d'accord. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi j'avais noté perfectible, mais assez galvanisant et poétique, sur pas mal d'aspects. Et non, c'est quand même un film qui est très apaisant, quand même, malgré tout, malgré le fait qu'effectivement, parfois ça passe de choses vraiment pas drôles, que c'est pas forcément facile à regarder, parce que voilà, encore une fois, il est très malade, effectivement, il est sur la fin de sa vie, il a du mal vraiment à s'exprimer. Tout à fait. Mais le film ne triche pas avec ça, vraiment, il est tel quel, et donc faut s'accrocher un petit peu, mais en même temps, ça vaut le coup, quoi, parce que c'est quand même très inspirant, finalement. Et pour le coup, je trouve que François Bunel, enfin, avec son comparse Adrien Soland, donc pour le coup, si on devait retenir quelque chose de ce film, en dehors du fait qu'il est magnifique et tout ça, c'est qu'en fait ça te redonne
envie de lire ou de relire en C'est fait Jim Harrison, parce que pour retrouver toute cette magie donc au niveau des grands espaces, cette magie d'infini, enfin bon, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc il a réussi son pari qui était en fait de faire découvrir ou redécouvrir un écrivain et de nous donner la passion de lire. Voilà. C'est ça. Mais en plus sous une forme ludique, originale, ouais, oui, c'est ça, oui, exactement. ludique, ouais, Donc c'est ça aussi qui fait sa force. Voilà donc pour Seule la Terre est éternelle. Je repasse la parole à mon camarade. Enfin en fait c'est moi mais dans une autre pièce. Ah oui, d'accord, ok. Le mec m'interrompt comme ça. Ambulance, réalisé par Michael Bay. Il y a beaucoup de défauts, mais Bay s'éclate et se révèle généreux avec son public. Le casting est bon, les personnages sont intéressants et le rythme est très soutenu. J'ai trouvé le mixage sonore particulièrement immersif et la mise en scène est assez classe. Dommage pour le montage un peu chaotique tout de même. C'est un vrai thriller nerveux et intense, ponctué d'un humour plutôt réussi. Un bon moment très perfectible. 7. Goliath, réalisé par Frédéric Tellier, un film bien mené et intense qui, hélas, n'arrive pas à laisser une forte impression après le visionnage, malgré un sujet fort. La faute a une mise en scène un peu trop sage et un casting qui manque un peu de force. L'ensemble reste passionnant à suivre et à bien des égards importants. Mention spéciale à la musique qui arrive à instaurer une vraie ambiance anxiogène lors des scènes clés. 7. Bruno Redal, Confession d'un meurtrier, réalisé par Vincent Leport. Un premier film assez passionnant porté par une mise en scène solide et un bon casting. C'est parfois dur, c'est parfois un peu trop bavard, mais c'est indéniablement captivant. Dommage que le long métrage soit un peu handicapé par son aspect biopic, notamment sur sa fin assez décevante, mais dans l'ensemble c'est de très bonne facture. 7. Inexorable, réalisé par Fabrice Duvels, une petite bombe. C'est ambigu, c'est intense et c'est porté par des interprètes formidables. La lumière est sublime et la mise en scène est souvent impressionnante. Un excellent thriller à la limite du genre à ne pas rater. 8. Abola, réalisé par Paco Plaza, qui réussit son retour à l'horreur. C'est un film bien réalisé avec des purs moments de peur et porté par de très bons acteurs. L'actrice principale est particulièrement impressionnante. L'écriture est parfois un peu faible et la fin laisse un petit goût d'inachevé, mais c'est globalement un vrai bon moment très intéressant dans son propos. 7. Vortex, réalisé par Gaspard Noé. Quelques longueurs et maladresses, mais c'est un film puissant et dévastateur porté par d'excellents acteurs et des mises en scène solides. Mais le film aurait gagné à être plus court, à plus resserrer son intrigue et à renouveler un peu sa réalisation. Vraiment bon, parfois proche du sublime, mais bien trop affectible et maniéré. 7. Et enfin Ogre, réalisé par Arnaud Malherbe. C'est visuellement très abouti et les acteurs sont bons, mais le scénario multiplie les maladresses et les facilités. Le film devient alors assez prévisible et n'arrive pas à totalement passionner. C'est dommage parce qu'il y a de belles idées et une mise en scène tout à fait honnête, mais l'ensemble se révèle tout juste sympathique alors qu'il avait matière pour faire un très bon film de genre français. 6. Voilà pour les sorties salles de 2022, j'ai envie de dire sans transition, on enchaîne avec les films d'avant 2022 et il y en a beaucoup une fois encore. C'est parti. Birdie, réalisé par Alan Parker, sorti en 1984, parfois assez maladroit dans sa narration et dans la relation entre ses personnages. Birdie reste un film assez singulier porté par une mise en scène qui a ses fulgurances et par un Matthew Modine assez impressionnant. Le film souffre un peu de son époque mais se révèle globalement agréable à regarder. 7. Nausicaa de la vallée du vent, réalisé par Hayao Miyazaki, sorti également en 1984. Curieusement un peu moins emballé par ce second film, visuellement c'est toujours aussi superbe et la musique est souvent très belle, mais l'univers, bien qu'intéressant, ne m'a pas passionné et j'ai trouvé les personnages un peu moins attachants. J'ai bien aimé mais je n'ai pas adoré tout simplement. 7. Kirikou et la sorcière, réalisé par Michel Osolo, sorti en 1998. Ça a un peu vieilli sur certains aspects, mais l'ensemble reste attachant et entraînant. Le film a le mérite d'aller à l'essentiel et d'avoir ainsi un rythme assez soutenu. Un chouette moment. 7. Paranormal Activity 3, réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman, sorti en 2011. Je vois bien les faiblesses, notamment de l'écriture, mais j'aime vraiment cette saga. La montée en tension est toujours très bien gérée, il y a de vraies bonnes idées, le ventilateur qui fait un panoramique par exemple, et le climax est vraiment flippant, je n'ai pas boudé mon plaisir. 7. Kirikou, une fois encore, et les bêtes sauvages, réalisé par Bénédicte Galup et Michel Osolo, sorti en 2005. C'est plutôt mignon et agréable à regarder, mais l'intérêt est tout de même très limité. C'est comme si la fin du précédent film empêchait toute nouvelle histoire, alors que c'est faux. On a donc ici plus ou moins un enchaînement de courts-métrages sans véritable lien qui montre vite ses limites, puisqu'ils sont construits sur la même structure. J'aurais aimé qu'on se concentre un peu plus sur les animaux, c'est dans le titre, bordel, en sachant que la dernière histoire n'en contient pas. Pas désagréable donc, mais très dispensable. 6.
Le Retour, réalisé par Andrei Zvyagintsev. Quelle claque! Pour son premier film, le cinéaste russe nous propose une cinématographie somptueuse, une histoire passionnante, d'excellents acteurs et une mise en scène très solide. C'est un film à la fois apaisant et anxiogène. De plus, le fait que l'on ne connaisse pas le fin mot de l'histoire rend le tout encore plus impactant. C'est un grand oui, 8, et j'ai failli mettre 9. Insidious chapitre 3 réalisé par Leigh Whannell, ça se laisse regarder mais c'est assez peu passionnant et sans grand intérêt. Les quelques idées de mise en scène sont gâchées par un montage assez chaotique, le casting est correct mais les personnages sont trop peu développés, ce qui empêche ainsi d'être impliqué dans l'histoire. Restez-en au premier, 5. Insidious est à la clé, Insidious 4, réalisé par Adam Robitel, sorti en 2018, ni mieux ni pire que le précédent. Les quelques bonnes idées sont gâchées par une écriture approximative et une mise en scène assez pauvre, et je ne comprends toujours pas l'intérêt de ce film dans l'ordre de la saga. Ça se regarde donc, mais définitivement, restez-en au premier, 5. Entretien avec un vampire, je salue Psycho Jace, réalisé par Neil Jordan, sorti en 1994. J'ai été captivé par la première moitié à la fois décomplexée et fascinante. La suite m'a un peu moins passionné, mais il a de belles fulgurances et j'ai été assez impressionné par la performance de Kirsten Dunst qui démontrait déjà un sacré talent malgré son jeune âge. Un bon film donc, parfois maladroit, mais bénéficiant d'une bonne mise en scène et de narration plutôt fluide. 7. Et enfin, Le Château dans le ciel, réalisé par Hayao Miyazaki, sorti en 1986. Malgré une ou deux longueurs et imperfections, c'est un très beau film. Les personnages sont très attachants, l'animation est sublime, la musique est envoûtante, et il y a des purs moments de poésie. Je ne crie pas encore au chef-d'œuvre, mais on sent que Miyazaki gagne en puissance de film en film. 8. Voilà pour ces films d'avant 2022, il est temps de conclure l'émission avec Marie et avec le vice-versa. C'est parti. Il est donc temps de conclure l'émission avec enfin le vice-versa. Ça faisait longtemps qu'on attendait celui-ci. Donc le vice-versa, je rappelle le principe. Donc avec Marie, on s'impose mutuellement un film donc, que la personne... n'a pas vu et que l'autre a vu. Exactement, c'est ça. Et inversement. Oui, la personne qui impose le film a vu le film et pas l'autre, forcément, ouais. Effectivement, inversement. Donc selon une thématique, donc on a déjà fait, je sais plus, des films réalisés par des femmes, des films américains, on a fait des films d'un même réalisateur, mais dans deux périodes de la filmographie différentes, etc. Et donc là, cette fois-ci, bon, à l'époque, on avait décidé du sujet, c'était plutôt moins dans l'actualité. Là, ça l'est plus trop, mais tant pis. La thématique pour cette fois-ci, c'était donc un film récompensé au César, et plus précisément, un... Minimum 2 César. Non, la règle qu'on avait dit, c'était un film qui avait remporté soit meilleur film, oui. soit meilleure réalisation, donc à savoir les deux Césars majeurs. Voilà, du coup, plutôt des films français, c'était un peu l'idée aussi. Qui commence ? Là, la grande question. Je te laisse commencer. C'est moi qui commence ? Oh, ok. Donc, de mon côté, tu m'as imposé Au revoir les enfants, donc réalisé par Louis Malle, sorti en 1987, qui a donc gagné, je sais pas si tu as noté, le César du meilleur film, c'est ça ? Aux Oscars. Et de la meilleure réalisation aussi. Voilà. Donc 7 Césars, c'est le meilleur film et le meilleur réalisateur, en 88. Il a été nommé 2 fois aux Oscars et il a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 87. Pas mal. Oui, pas mal, non, c'est français. C'est français, évidemment. Donc, Au revoir les enfants. Donc, effectivement, je ne l'avais jamais vu jusqu'alors. Je pense pas être très long parce qu'honnêtement, c'est un peu le genre de film où t'as finalement pas grand chose à redire. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça vraiment très très bien, voire même excellent. Alors je dirais malgré tout, je vais y revenir, mais je trouve qu'il y a quelques imperfections par-ci par-là qui font que je ne considère pas le film comme un immense chef-d'œuvre non plus, mais c'est vraiment très très bien, c'est même vraiment excellent. Alors pour vraiment faire une... c'est un peu insultant ce que je vais dire, mais on peut dire que c'est plus ou moins les choristes, mais en bien plus dur et en bien plus... comment dire, en bien plus... Dans le contexte, c'est pas le même déjà. Bah si. Oui, mais enfin. C'est plus ou moins la même. On suit des enfants dans une école dans une période de guerre. Oui, mais autant dans les choristes on les voit pas trop. Ouais, c'est ça, voilà. On pourrait le situer un peu hors temps. Oui, c'est vrai. Autant Au revoir les enfants, c'est vraiment où on les voit. Ils sont présents. Ce que c'est intéressant, c'est que dans le film aussi, c'est là. Mais finalement, c'est que vraiment vers la fin, c'est tangible. Oui, mais pendant tout le film, finalement, tu te dis, c'est en arrière-plan, tu vois, mais mais c'est surtout pour le côté école, élève. Bon, il n'y a pas la chorale, mais il y a... Enfin voilà, c'est surtout, effectivement, ça va être surtout une amitié entre deux garçons. Pour parler du film en lui-même, donc déjà, c'est quand même assez passionnant. Je veux dire, vraiment, il y a un rythme qui est...
ça fait bizarre d'être un rythme très soutenu, mais c'est vrai, enfin, je veux dire que les scènes s'enchaînent très très bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose. Il y a l'évolution donc, de la relation entre les personnages qui forcément fait que... Alors, je sais pas si tu l'as dit, et pardon de t'interrompre, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, alors oui, mais j'allais puisque c'est l'histoire de Louis Malle, en fait. C'est ça, exactement. Mais j'allais en parler après, je pense que t'en aurais parlé aussi. Oui. Oui, tout à fait. Voilà, c'est limite qu'à la fin, on comprend vraiment ça. Mais je vais y revenir. Mais voilà, sur le film en lui-même, effectivement, déjà, donc c'est passionnant. Il y a une mise en scène qui est à la fois sobre, mais en même temps très immersive, et qui vraiment, bah, du coup, ce qui est intéressant avec cette mise en scène, c'est que du coup, là, justement, par rapport au côté où ça fait pas dans le grand mélo, etc., c'est qu'il y a beaucoup de pudeur finalement par rapport au sujet qui est pourtant très grave, mais justement ça donne un vrai poids aux images. Il y a une très belle photo, il y a des personnages qui sont, je dirais, complexes, tu vois, pas forcément manichéens, genre c'est pas bon contre mauvais, c'est c'est des personnages plus complexes que ça, plus ambigu, je dirais, donc ce que je trouve très intéressant. Il y a de très très belles scènes là j'en ai 2-3 que j'ai en tête comme ça là, mais il y a vraiment de très très beaux moments. Et non, enfin voilà, du coup c'est un film qui vraiment est très fort, très réussi. Voilà, moi le seul truc qui m'a un petit peu gêné, et je crois que c'est dû au film hein, de toute façon, c'est qu'en fait le truc c'est qu'on sent que ils n'ont pas pu enregistrer tous les dialogues sur le tournage. En fait, le truc, c'est que ça se voit beaucoup qu'il y a beaucoup eu de post-synchronisation. Donc, ils ont fait un doublage après le tournage. Donc, ils ont dû redoubler des scènes. Ce qui, là, se voit. Et forcément, le problème, c'est que surtout avec des enfants, bah, déjà, pour les enfants, jouer une scène, machin, c'est pas forcément facile. Mais en plus, rejouer une scène, quand t'es pas dedans. Dans le contexte, oui. Voilà, ce qui fait que certains dialogues, j'ai trouvé qu'ils sonnaient un peu faux. C'est vrai. Voilà, je suis d'accord. Donc, voilà, ça peut parfois légèrement un petit peu gâcher l'immersion. Voilà, ça reste du pinaillage, mais malgré tout, voilà, ça peut être un peu gênant. Voilà, c'est le seul défaut vraiment que je pourrais trouver, parce que vraiment... Puis il y a cette fin absolument sublime, le plan final est absolument dévastateur. Oui, surtout le plan où le regard qui trahit. Il faut pas dire ça. Et voilà, le dernier plan qui est absolument sublime. Et surtout, moi, ce que je trouve très beau, c'est que donc effectivement, à la fin du film, si tu t'es pas enseigné avant, on découvre que c'est effectivement plus ou moins une autobiographie de Louis Malle. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que là où un film biopic classique aurait pu se contenter, ce que je déteste dans le cinéma par exemple, de faire une espèce un écran en noir avec un petit texte à la fin qui te résume le truc, ce que j'ai toujours trouvé très feignant, parce qu'on est au cinéma donc il faut montrer les choses. Là il arrive à parfaitement, donc il attaque une voix off, mais qui du coup se justifie parce qu'il y a côté autobiographique, etc. Et encore une fois avec l'image et le plan final, ça donne un vrai poids à l'ensemble. C'est vrai. Et là je me dis putain, ça c'est, voilà comment on finit un film. Ça c'est vraiment typiquement comment finir un film biopic, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça pour le coup j'étais très content, parce que souvent les biopics je trouve se finissent de façon très, très paresseuse. Là par contre j'ai trouvé ça vraiment très bon, et vu que je suis très sensible aux fins des films, ça m'a beaucoup touché par rapport à ça. Voilà, donc pour résumer, c'est vraiment très très bien, il faut le voir, c'est un monument du cinéma français, et encore une fois, c'est quand même terrible à dire, mais ça fait du bien aussi de se rappeler de ce genre de film, parfois dans un contexte où l'extrémisme, etc. De parler des justes. Est toujours aux portes, etc. De parler des justes comme l'a été le père Jacques de Jésus, puisque c'est d'après l'histoire de ce prêtre qui a caché des juifs. Donc à la fois passionnant, fort, et en même temps nécessaire, donc absolument à voir, quoi. Tout à fait, je suis d'accord. Donc merci de me l'avoir imposé, c'était un excellent choix. Moi je sais que pour l'avoir vu déjà 5-6 fois, je pleure tout le temps. Ah ouais. Je peux comprendre. Même au bout de la 6e fois, ça m'émeut toujours autant, parce qu'en plus je trouve que les acteurs sont très justes, que ce soit parmi les gosses, que ce soit parmi les adultes. On a eu donc la surprise aussi de voir presque, j'allais pas dire les débuts, mais enfin en tout cas du premier film de François Berléand. Si encore une fois faire un lien avec les choristes, parce que aussi chose avec les choristes. Mais non, oui, mais c'est vrai. Mais tout à fait, ouais. Enfin bon, sauf que tu l'as été bien avant. Oui, bien sûr. Mais voilà, et je trouve que oui, effectivement, c'est un film qui, en ces périodes où on a tendance à oublier beaucoup trop toutes les atrocités qu'il y a pu y avoir, même si on ne les voit pas.
ben on le sait quand même. Et après, effectivement, comme tu dis, la fin... C'est ça qui est fort, moi, je trouve. Qui te dit juste, voilà, ils sont partis au camp de tel, machin, ils sont jamais revenus. Et je trouve que là, tu prends la grosse claque à la fin quand même, parce que bon, voilà. C'est curieusement beaucoup plus puissant que ce qu'on l'aurait montré, je pense. Oui, je pense aussi. Ce qui est fort, je pense aussi. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Donc, non, mais c'est un film vraiment merveilleux et très très bien et qu'il faut vraiment avoir vu. C'est un classique absolument, ouais. Voilà. Donc voilà, j'allais dire un film plus léger. Oui et non, on va dire. Ouais. Mais après avoir dit au revoir, nous allons dire adieu. Exactement, ça c'est génial parce que du coup, on l'a même pas fait exprès finalement, mais il y a un lien finalement. Ouais, c'est ça. Puisque le film que je t'ai imposé à toi, après avoir... ça a été compliqué, c'est toujours compliqué pour moi d'imposer un film à Marie parce qu'elle a vu beaucoup de films. D'ailleurs, je fais généralement que des films récents. Très récents, c'est ça, parce que c'est le seul moment où c'est le seul truc où je peux à peu près... Parce que vu que je vais très souvent au cinéma, enfin plus que toi en tout cas, pour les films récents j'ai un peu d'avance. Oui, et heureusement d'ailleurs parce que sinon je serais bien embêté. Bref, en tout cas le film que je t'ai imposé c'est donc Adieu les cons, donc le dernier film de Albert Dupontel qui était sorti... En 2020, oui, parce qu'il est sorti... en octobre, avant le deuxième confinement. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et puisqu'il est ressorti d'ailleurs après. En 2021, c'est ça. Et ils ont bien fait, parce que le film, donc en deuxième ressortie, a atteint aussi les 2 millions d'entrées, comme Tenet et Kaamelott, ce qui est quand même pas... Ah non, il a très bien marché, ce qui fait bien plaisir. Donc je te laisse donc me dire ce que tu en as pensé. Je sais toujours pas ce que tu en as pensé, donc je suis très impatient de savoir ton avis. Alors le pari n'était pas gagné, parce que bon, après de toute façon moi je suis plutôt cash, donc je vais le dire d'entrée. Allez, je vais être quand même un petit peu modéré dans mon truc. Je déteste Virginie Efira. Je vais le modérer, je la hais. Non, ça commence bien. Non, je la hais, non. Disons que je l'ai vu dans plusieurs films, parce que bon... Et franchement, le côté... après tu coupes, si ça te choque, blondasse... Je suis choqué. Ça lui va pas du tout, quoi. Le genre... c'était quoi déjà 20 ans de différence ou 20 ans d'écart 20 ans d'écart. Avec Pierre Ninet, pourtant. Bah oui, mais bon. Pas vu, moi, mais... Bah oui, mais bon, enfin voilà. Donc c'est fou comme certaines actrices... en France, même si elle est belge, c'est pas, elle tourne beaucoup en France, on a cette espèce de tendance à les cataloguer et les mettre d'entrée dans des rôles vraiment, voilà, donc... ça, justement, ça tend à évoluer, c'est ça. Fort heureusement. Oui, bien sûr, tout à fait. Et du coup, j'ai regardé Adieu les cons. Et au bout de, 5 minutes d'avoir vu Virginie Efira, j'étais croque-love. Voilà. De Virginie Efira, ce qui est quand même, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout arrive, finalement. Et je la trouve bien, même très très bien dans ce film. Bon, Dupontel fait du Dupontel, ça, jusque-là on est assez... voilà, et franchement, du coup, elle a rien à prouver. Elle a personne à séduire, elle a... donc voilà, donc elle est elle-même, et je trouve que pour le coup, ce rôle lui va magnifiquement bien. Franchement, elle est vraiment extraordinaire là-dedans. Donc même sans divulgacher le film, bon, c'est une femme. Ça parle de quoi au moins, oui. Qui s'appelle Suze, Suze Trappé, qui a une quarantaine d'années dépassées et qui apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Et qu'il lui reste très peu de temps. Ça, après, je ne divulgue rien, puisque de toute façon, c'est même dans la bande-annonce, donc dans le début, on le sait, donc voilà. Et quand elle fait un peu, j'allais dire, entre guillemets, le bilan de sa vie, eh bien, donc il y a une blessure qui est en elle, qui est qu'à l'adolescence, donc à 15 ans, elle a dû, sous la pression de ses parents, abandonner son enfant. Et là, tout son, comment dirais-je, sa quête, en fait, c'est de retrouver cet enfant avant qu'elle ne s'en aille. Jusque-là, ça pourrait être super triste, parce que c'est quand même pas drôle, il faut bien reconnaître ce qui est, mais il se trouve que le jour où elle va donc au service administratif pour faire des recherches de son accouchement sous X, elle va croiser un quinquagénaire, JB, qui lui, en plein burn-out, a décidé que ce jour-là, il allait mettre fin à ses jours. Tout se passe pas comme il avait prévu.
C'est même pas du tout comme il avait prévu, parce que ça part vraiment, mais en sucette, que c'est même pas imaginable, parce que en fait, au lieu d'arriver à se suicider avec un fusil, en fait, il finit par blesser un de ses collègues. Les balles, c'est des balles perdues qui font qu'il détruit les locaux. Enfin bon, bref, il y a toute une série vraiment de quiproquos, de trucs invraisemblables, mais qui finalement sont tellement invraisemblables que du coup, ils en deviennent presque réels. Et c'est même pas choquant dans le cheminement du film. Hein. Donc... Et sur leur route, ils vont rencontrer des gens, dont un personnage, moi je me suis régalée avec Monsieur Klein, oui, qui est donc l'archiviste aveugle et qui vit dans une cave. Voilà, alors entre lui qui est aveugle et qui est quand même archiviste, et le médecin qui a Alzheimer, je trouve que franchement, c'est très caricatural. Mais à côté de ça, ça donne des personnages qui sont tellement... je sais pas, enfin, moi, le Monsieur Klein, franchement... je trouve ça... Je le trouve vraiment magnifique, cet acteur. D'ailleurs, il a eu aussi, donc, le meilleur acteur dans un second rôle. Donc, voilà. Et franchement, c'est très, très mérité, parce que... Franchement, il est génial, quoi. C'est quand, pareil, sur la fin aussi, quand... il est aveugle, mais il conduit la voiture. Enfin bon, il provoque des accidents, mais d'un autre côté, c'est provoqué, mais ça stoppe la police, donc ça les aide. Enfin, c'est tous des trucs un petit peu, voilà, c'est un peu invraisemblable, mais à côté de ça, bon, c'est... Comment dire ? Autant tout à l'heure, Au revoir les enfants, te redonner foi en l'humanité avec les justes, et autant je trouve que Adieu les cons, ben en fait ça te réconcilie avec les gens de tous les jours. Enfin voilà quoi, cet archiviste, lui, son truc là, faut absolument qu'elle retrouve son fils. Et en fait, ils sont tous dans cette idée où même le médecin qui a Alzheimer, et puis même JB, donc Dupontel, son objectif à lui, c'est, enfin, c'est pas qu'il veut plus mourir, mais disons qu'il retarde le moment ou machin, parce qu'ils veulent tous finalement que elle puisse retrouver son fils et puis avoir une occasion de pouvoir lui dire au revoir, voire même adieu, parce que bon, et je trouve ça pour le coup, voilà, je me suis réconciliée avec les personnages de tous les jours, et je trouve que ça, voilà, c'est beau, donc bon, après je sais pas, je peux pas en dire plus non plus sur le film, parce que faut pas tout raconter, mais bon, après c'est vrai que meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario, meilleure photographie, meilleur décor. Et en plus, César des lycéens, donc ouais, ça veut dire que... Voilà, donc franchement, c'est pas innocent. Et il y a une phrase, donc quand j'ai fait un petit peu mes recherches, que je trouve magnifique, et qui, pour le coup, résume bien le film, et qui est de Albert Dupontel, donc qui faisait une interview donc, dans le magazine Première, le magazine de cinéma, et qui disait que Adieu les cons est parti donc de la rencontre d'une femme qui veut vivre, mais ne peut pas, et un homme qui peut vivre, mais ne veut pas. Et c'est vrai que c'était une rencontre qui était improbable, et voilà, et la fin est... En fait, elle est comme tu les aimes. Moi, pas trop, mais... À la fin, ouais, mais la fin. C'est... Ouais, non, mais voilà. Moi, j'étais un peu... Ça m'a un peu... Alors, pas déçue, parce que je m'attendais à ça, et que ça paraissait tellement évident que... Bon, non, mais... C'est la fin logique. Ouais, mais alors, sinon, que dire... Parce qu'on pourrait penser que c'est un film un peu... Bien que le fond soit profond, que c'est un film léger. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a quand même des gags burlesques. Enfin, oui, ça fait un peu... C'est un peu... Dramatique, on va dire. Oui, et puis ça fait un peu... puis d'ailleurs, lui-même ne le cache pas, référence un peu au Monty Python. Oui, donc, avec le personnage de Guillaume, ouais. C'est ça. Le petit caméo qui est génial, ouais. Tout à fait, donc voilà. Donc déjà, on sait qu'on est quand même dans le côté un peu parodie, comique burlesque, comique un peu pas idiot, mais bon, voilà, donc des trucs un petit peu invraisemblables. Mais à côté de ça, il y a quand même,
on sait que c'est Dupontel, et on sait que Dupontel, dans chacun de ses films, enfin pour lesquels que j'en ai vu, mais ça me paraît un peu ça, c'est qu'il règle beaucoup de comptes à travers tout ça avec la société. Oui, souvent, oui. Non, c'est vrai, hein, parce que dans ce film, bon, même si ça passe comme ça, il y a la critique donc de la société avec les villes qui s'agrandissent, qui se déshumanisent, avec les gens qui sont un peu j'allais pas dire les ratés, mais disons qui sont pas trop intégrés dans la société. C'est-à-dire, bon, il les fait travailler dans une cave, c'était de l'archiviste. Lui, on lui reproche un peu son âge. On a envie de mettre un jeune à sa place. Enfin, bon, et quant à Virginie Fira, quoi. Elle va mourir à cause d'une crème, enfin, ou d'une laque pour cheveux, quoi. C'est vraiment voilà, le côté complètement absurde en fait de notre société. Donc, et puis il y a alors encore que moi je l'ai pas spécialement vu, mais c'est vrai que si on y regarde un peu, il y a la violence policière parce que la façon qu'ils ont de le suivre. Enfin bon, sauf que bon, les quiproquos sont là, c'est que bon, a priori, oui, ils le prennent pour un terroriste. Oui. En plus, ça parle du hacking, ça parle, enfin bon, bref, ça aborde beaucoup de sujets. Et en fait, quelque part, je pense que Dupontel, sous des travers un peu ou sous des côtés un peu loufoques, en fait, essaye de régler quelques comptes par-ci par-là. Donc, c'est un peu l'image du titre qui est volontairement provocateur, mais en même temps, s'il n'y a pas un fond de vérité derrière. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai adoré. Je suis très content. Comme j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'effectivement, c'était pas gagné. Hein, non, parce que Dupontel, je connais, donc j'ai déjà vu quelques films de lui et avec lui. Entre autres, j'avais vu 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlin. J'ai pas vu celui-là. Et qui était déjà aussi dans ce côté complètement absurde. Oui, voilà. Ça a toujours été. Un juge d'instruction qui tombe enceinte d'un criminel. Enfin bon, bref. Et d'ailleurs, on se demande comment, mais bon, bref, c'est pas la question. Mais voilà, donc je connaissais bien Dupontel. Et j'avoue que franchement, les 2 ou 3 des Fira que j'avais vus, franchement, me donnaient pas trop envie d'aller plus loin. Et là, pour le coup, je trouve que le rôle de Suze Trappel lui va vraiment très bien. Elle n'a pas à se... Voilà, elle n'a pas à se pomponner, elle est naturelle, elle est elle-même, elle est... Voilà, et je pense que, franchement, c'est une excellente actrice. Donc, je suis contente pour ça, d'avoir découvert. Donc, voilà. Donc, merci aussi pour Adieu les cons. Ça fait bien plaisir, je suis ravi. Non, mais je voulais faire un petit aparté sur Virginie Fira quand même, parce que, pardon, je vais sur la biographie de Virginie Fira, c'est terrible, hein, on sent que l'émission est préparée. Attendez, non, c'est vrai, je suis pas allée chercher plus loin par rapport. Non, parce qu'elle a été animatrice à l'époque, ça je le sais. Oui, mais sur la télévision belge. Oui. Ah. Mais après, je sais. Oui, parce que ça, je savais qu'elle avait commencé à la télévision belge, à la RTBF. Oui, tout à fait. Bon, bref. Mais voilà, mais effectivement, c'est vrai que sur les premiers rôles qu'elle a eu, forcément, c'était pas forcément des personnages très intéressants, c'était des personnages de femmes un peu stéréotypes et tout ça, mais en même temps, enfin, encore une fois, c'était aussi un peu la société qui était un peu comme ça finalement. Oui, non, mais non, il suffisait qu'elle tombe sur le bon réalisateur qui lui offre l'opportunité de. Du coup, mais c'est ça qui est génial avec elle, c'est que du coup, je trouve que là, depuis 4-5 ans, je dirais, elle a vraiment. Elle a un vrai tournant. Elle est dans un vrai tournant maintenant. Maintenant, elle tourne pour Paul Verhoeven, notamment avec Benedetta par exemple, récemment. Donc avec Albert Dupontel, enfin, elle enchaîne les rôles de plus en plus intéressants. Donc justement, elle fait moins la potiche, entre guillemets. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais là aussi, l'âge fait que arrive un moment où quand tu as dépassé la trentaine ou la quarantaine au cinéma... Ça aussi, c'est terrible, mais bon. Bah oui. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut être, du coup, elle le prouve aussi, elle prouve là-dedans, en même temps elle peut être vraiment très 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 bien. Et non, et moi je suis sûr qu'elle n'a pas encore fini de nous étonner. Je pense qu'elle va faire encore plein de beaux rôles dans les années à venir, et ça c'est trop cool. Et du coup, juste pour revenir sur le film en détail, bon, moi j'en avais déjà parlé dans un lieu de ciné, mais bon, je refais très vite fait. Moi j'avais eu la chance de découvrir le film en avant-première, donc en septembre 2020, un mois avant la sortie du film. Et alors moi pour le coup, et du coup en plus c'est en présence de Dupontel, là pour le coup c'était juste la présentation avant le film. Malheureusement, j'avais pas pu aller au truc où c'était le débat après le film, ce qui aurait été juste ultra intéressant parce que Dupontel est quelqu'un de très intéressant. Et rien dans la présentation, ça sentait qu'il était passionné, etc., qu'il avait envie de dire plein de choses.
Et c'était assez passionnant. Bref, mais voilà, moi j'avais adoré le film, j'avais trouvé ça drôle, touchant, constamment inventif aussi dans la mise en scène, etc. Parce qu'il a aussi une vraie patte visuelle, avec cette teinte un peu jaunâtre dans le film, notamment dans celui-ci. J'avais trouvé le casting absolument formidable. Donc, tu avais parlé de Nicolas Marié, donc, effectivement, qui joue l'aveugle, enfin, l'archiviste, et tu as aussi Jackie Berroyer, donc, qui jouait donc, le docteur, qui est aussi génial. Moi, je le trouve génial cet acteur. Enfin, voilà, le casting était absolument parfait. Et puis les personnages effectivement très attachants, plein de vie, etc. J'avais adoré la fin effectivement, et puis voilà, c'était mené à un excellent rythme. Et puis aussi ce que j'avais trouvé. Oui, j'ai même pas fait de pause. Voilà. Non, parce que voilà, c'est vraiment c'est presque un film d'aventure finalement, parce que c'est plus ou moins aussi une course-poursuite, etc. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de situations Exactement. Qui s'enchaînent les unes derrière les autres, et donc et en plus t'es quand même surpris la plupart du temps, parce que tu te dis non mais ils peuvent pas faire ça. Bah si. Mais cela dit, je pense, alors que j'ai pas encore vu tous ces films, mais ayant vu Bernie, qui est donc son premier film avant celui-ci, je pense quand même pouvoir dire que Les Cons est certainement son film le plus accessible entre grosses guillemets et le plus grand public, parce que c'est celui qui va moins partir. Il est déjà un peu absurde, mais quand même ces autres films, je pense, le sont bien plus. Bernie, c'est quand même un sacré délire, mais que j'avais adoré. Donc pour le coup, le fait que le film il marche en ça. Après bon, malgré tout, avant ça, c'est quand même, ça reste un des ovnis dans le paysage audiovisuel français actuellement, parce que c'est des films qui sont souvent, enfin c'est des vrais films d'auteur, hein, on est loin de la comédie bébête, etc. Et pourtant ça fait toujours des millions d'entrées. Donc voilà, c'est un des rares auteurs français qui arrive vraiment à s'imposer, qui arrive à faire des succès critiques et commerciaux. C'est quand même très rare à l'heure actuelle de le faire, surtout dans le paysage français. Donc ça, pour ça, énorme respect. Et puis ouais, enfin voilà, ouais, du Les Cons, moi j'avais adoré, c'est juste formidable quoi. Voilà, donc je suis très content que tu l'as adoré, ça me fait très plaisir. Donc voilà, donc globalement, vous voyez les deux films. En fin de compte, c'est tout positif quoi. Bon, ouais, complètement. J'ai changé d'avis sur Pierre Ninet, j'ai changé d'avis sur Virginie Efira. Prochaine étape, Marion Cotillard. Bon, non, c'est la plus difficile. Là. Aucune chance, et Lacoste non plus. Ah ouais, n'essaye pas non plus. Et Dujardin non plus. Bon. Donc voilà. On peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, c'est ça. Et ben voilà, c'est donc la fin de ce Vice Versa et de cette émission. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci encore une fois Marie d'avoir participé. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, c'est toujours là pour voir des films magnifiques qu'il faut défendre. Et super. Et bien sûr, comme d'habitude, aller au cinéma. Bien sûr, il y a plein de choses formidables qui vont arriver dans les semaines à venir, ça va être trop bien. Vous voyez ce qu'il y a en ça, il y a plein de choses formidables. De toute façon, j'en ai déjà un peu parlé en début d'émission des films qui avaient en salle en ce moment. Merci encore une fois donc Marie d'avoir participé, merci à vous d'avoir écouté, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux jeux de ciné bien sûr, avec plein d'autres films. Tu sais quoi, je pensais à un truc. Oui. Pourquoi pas à la limite dire à nos auditeurs, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, ou nos viewers. Oui, plutôt, ouais. Pourquoi pas nous imposer un thème de jeu de ciné. Bah faudra voir peut-être effectivement, si vous avez envie de lâcher un commentaire, effectivement, on prend les suggestions si vous voulez, effectivement. Oui, non mais tout à fait. Ça peut être sympa. Bah écoutez, les suggestions sont ouvertes, donc si vous voulez effectivement nous proposer un thème, c'est avec plaisir. Voilà, on se donne donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles émissions, pour de nouveaux films, je l'ai déjà dit, je me répète, il est temps de conclure. Des bisous à vous, bonne journée, soirée, à la prochaine, salut! Au revoir!